Cette semaine dans Afrique, nous irons dans une école de Freetown en Sierra Leone où une cinquantaine d'élèves et 2 professeurs manquent toujours à l'appel après les inondations qui ont frappé le pays. Nous vous emmènerons ensuite au Nigeria à la rencontre de fermiers zimbabwéens blancs. Chassés de leur pays par le régime de Mugabe, ils ont réussi à rebondir malgré bien des obstacles. Enfin, nous verrons que l'Afrique du Sud s'oriente de plus en plus vers une dépénalisation du cannabis. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. L'Angola ferme un chapitre de son histoire qui a duré 38 ans, celui de la présidence de José Eduardo dos Santos. Mais la page ne se tourne pas complètement. Le vainqueur des élections est son successeur désigné, João Lourenço, ancien général de 63 ans, lui aussi du mouvement populaire de libération de l'Angola, et la famille de l'ancien président occupe toujours des postes clés dans le pays. Dos Santos' legacy for this country is corruption, institutionalized corruption. L'héritage de Dos Santos à ce pays est la corruption institutionnalisée. C'est la destruction du tissu social angolais dans lequel les gens pensent que le seul moyen d'améliorer leur destin, leur vie, est à travers la corruption. Ce n'est pas par le travail acharné, ce n'est pas par l'éducation, ça ne contribue pas au bien-être commun. Le président nigérian est rentré chez lui. Après plus de 3 mois à Londres pour suivre un traitement médical, Muhammadu Buhari est de retour à Abuja. Mais il a déjà annulé le Conseil des ministres qui était son premier rendez-vous avec son gouvernement, de quoi relancer les rumeurs sur son incapacité à diriger le pays, d'autant que personne ne sait de quel mal il souffre. Elle aussi est rentrée chez elle. Grace Mugabe a fait jouer son immunité diplomatique après avoir été accusée par cette jeune femme d'agression dans un hôtel de Johannesburg. La première dame du Zimbabwe est donc revenue à Harare sans aucun problème, suscitant la colère en Afrique du Sud et dans son pays. Je pense que cela donne à réfléchir sur la famille présidentielle et sur le pays en général. J'ai toujours dit qu'elle avait un tempérament qui avait besoin d'être contrôlé, elle a besoin de cours pour apprendre à gérer sa colère. Les pluies torrentielles ont fait s'effondrer les ordures. Au moins 8 personnes sont mortes et de nombreux autres ont été blessés dans l'éboulement de cette décharge dans la banlieue de Conakry en Guinée. 264 cornes de rhinocéros, 500 kilos au total. La première vente aux enchères a eu lieu sur Internet après l'échec des autorités sud-africaines pour bloquer cette initiative. Elle s'est terminée vendredi, mais on ignore encore combien ont été vendus. C'est une large cicatrice de gravats qui défigure désormais ce quartier situé en contrebas d'une colline qui s'est partiellement effondrée. La coulée de boue qui a déferlé au milieu de la nuit a tout dévasté sur son passage, emportant avec elle des centaines de personnes. Tous ces rochers n'étaient pas là, ils sont venus avec la coulée de boue. Il y avait des maisons partout avant, tant de gens sont morts. Almari dirige une petite école sur les hauteurs. Depuis lundi dernier, elle est sans nouvelles d'une cinquantaine d'élèves et de 2 professeurs. Ils font partie des quelques 600 personnes toujours portées disparues. Les cours d'été ont dû être interrompus. On avait pas mal de chaises et de bancs. Ils ont tout volé à la suite de la catastrophe. Il y a des gens qui pillent, qui volent. Pour les professeurs de l'école qui ont perdu au moins 6 élèves, le cœur n'y est plus. On est découragés. On éduque les enfants pour qu'ils aient un meilleur futur et puis aujourd'hui ils sont morts. Chaque dimanche, l'école organise une messe. Pour les gens de la communauté, c'est l'occasion de parler de leur traumatisme et de se soutenir les uns les autres. Le pasteur nous a dit d'être patients, de nous aimer les uns les autres, que l'espoir n'avait pas disparu. Au moins, certains d'entre nous sont encore en vie. Cela veut dire qu'il reste de l'espoir. Les recherches continuent en Sierra Leone pour retrouver les corps des disparus. Le pays a décrété un deuil national d'1 semaine. Des champs à perte de vue et des ouvriers par dizaines, cette exploitation est la vitrine du potentiel agricole du Nigeria. Étendue sur 4000 hectares, les fermes Chonga souhaitent devenir un modèle de développement pour les filières céréalières, laitières et avicoles du pays. Originaires du Zimbabwe,
Irvine est à la tête d'une ferme de 1000 vaches. Pour lui, les terres du Nigeria sont excellentes. Tout est là. Nous avons une terre immense, le climat est idéal. La main-d'œuvre est abondante, donc très disposée à travailler. Tout est parfait. Il y a 14 ans, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a saisi les fermes tenues par des Blancs dans un vaste programme de réforme agraire. Sur 13 agriculteurs zimbabwéens invités par un gouverneur à s'installer au Nigeria, seuls 5 vétérans sont encore là. La majorité d'entre eux ont jeté l'éponge car l'établissement de fermes dans une brousse vierge n'a pas été facile, avec les coupures d'électricité incessantes, la mauvaise qualité des routes, les engrais contrefaits et des prêts bancaires peu avantageux. Tous ont perdu des fermes et des terres au Zimbabwe, et sans aucune compensation. Donc, pour nous, c'était un grand défi de venir ici et de commencer une nouvelle vie. Et c'est là où nous en sommes. Très dépendant du pétrole et d'importations onéreuses, le Nigeria veut diversifier son économie en misant sur l'agriculture. Mais le secteur est dominé par les exploitations informelles sans véritables exigences de qualité. Confort a rejoint il y a un an l'élevage de poulets des fermes Chonga. Elle est prête à suivre le chemin tracé par les Zimbabwéens. Certaines personnes croient encore davantage aux produits importés ou étrangers qu'aux produits locaux. Cet endroit est un exemple. Nous pouvons leur montrer que cela est possible ici, au Nigeria. Nous sommes capables de leur donner le meilleur. Avec de larges territoires sous-exploités, les capacités agricoles du Nigeria sont immenses. Aux fermes Chonga, tout s'assure que le Nigeria peut devenir le grenier de l'Afrique. Se brosser les dents, le geste peut paraître anodin, mais pas pour ce petit garçon. Sur son dentifrice, sa mère a déposé quelques gouttes d'huile de cannabis. De quoi calmer les douleurs de cet enfant de 7 ans atteint du syndrome de Costello, une maladie génétique rare. Grâce à l'huile de cannabis, j'ai un nouvel enfant. À cause de son syndrome, il est particulièrement prédisposé au cancer. Quand vous avez un enfant avec de tels problèmes de santé, il faut réagir. Moins cher que les médicaments traditionnels, le cannabis serait tout autant efficace selon cette maman. Mais sa consommation est interdite en Afrique du Sud. Elle risque donc la prison. Aujourd'hui, je suis prête à prendre le risque, car la vie de mon fils dépend de cette huile. Chaque mois, elle se rend chez Gerd pour se procurer le précieux liquide. Atteint de sclérose en plaques, il a commencé à cultiver du cannabis pour se soigner avant de venir en aide aux autres. Aujourd'hui, il en fournit à une vingtaine de personnes et les conseille sur les doses à prendre. Chaque flacon d'huile coûte 40 €. Les gens sont désespérés. Alors, ils m'appellent, ils me demandent de l'aide. Je ne peux pas leur dire non, mais d'un autre côté, ça devient difficile d'aider de plus en plus de gens alors que c'est illégal. Gerd préfère donc produire son huile en cachette. Mais la loi sud-africaine va peut-être bientôt changer. En mars dernier, une cour régionale a considéré la criminalisation du cannabis comme inconstitutionnelle. C'est désormais au Parlement de choisir s'il veut ou non adapter la législation. C'est inévitable, il faut un changement, car la loi aujourd'hui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. La dépénalisation va de soi, mais la légalisation c'est une autre affaire à laquelle il faudra réfléchir plus sérieusement encore. Si l'Afrique du Sud franchit le pas de la dépénalisation, elle sera le premier pays du continent à autoriser la possession et la consommation de cannabis. Du riz pimenté à la sauce tomate, voilà la recette de base du plat traditionnel du Nigeria, le riz jollof, décliné de 1000 façons. Mais pour les Nigérians, c'est bien plus que ça, une obsession à laquelle ils consacrent même un festival. C'est la célébration de l'un des plats les plus emblématiques, les plus adorés et les plus vénérés de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria au Sahara occidental. Au Ghana, le festival était moins gastronomique et plus artistique. Chaliwood Street met chaque année en avant la peinture, la musique et la danse dans les rues de Jamestown, dans la banlieue d'Accra. Dans notre prochaine édition, nous rencontrerons les courageux habitants des rives du lac Tchad. Ils avaient quitté leur terre il y a 2 ans face aux attaques de Boko Haram, mais sont revenus, malgré la menace persistante du groupe djihadiste.
À la semaine prochaine.